cluster, les bonnes Qu'est-ce que tu pratiques. viens de faire? T'as fait le lab du 2 hein, déjà? Non, 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 c'est pour savoir les bonnes pratiques. Euh, Parce que VMware, par ouais. exemple, l'AD dans VMware, dans Horizon, quoi, typiquement. La D est dans Horizon. Dans Bah, le j'imagine que c'est restaurant. le même principe que quand on fait de la vertu, quoi. Est-ce que tu fais confiance dans ton cluster ou pas? Au début, dans VMware, on disait l'AD, etc. Tout ça, c'est externalisé sur du machine physique au cas où il y a un Ah, souci. c'est pas Et ça qu'on après, il y a disait, une hein. mise. C'est-à-dire on disait un cluster de management C'est ça la question, ouais. avec dans ce cluster de management toutes tes machines de purement management et puis des clusters de prod où tu mets tes machines de prod. Ça reste toujours valable quel que soit le système, ça, hein. T'es d'accord avec moi? Parce que ça te permet de décorréler tout management. Je sais pas moi, ton contrôleur de domaine, tes DNS, tes machines qui sont là que pour la gestion de l'infrastructure, de ta production dans lequel tu fais tourner tes VM de prod de ton environnement. Ça, quand tu commences à créer des clusters de production, c'est que tu as des gros clusters, hein, c'est que tu as des clusters pardon, de management, c'est que tu as des gros besoins. Par exemple, si tu es Orange, si tu es un provider, c'est clair que tu as, des clusters de management et des clusters de prod. Mais quand tu es dans une entreprise où tu as un cluster de 3 nœuds, tu as toutes tes VM dedans, hein, tes VM de management et tes VM de prod aussi, hein, pas de souci. Mais ça, c'est pas propre à Nutanix, hein, c'est propre à du best practice qu'on fait. Comme pour les réseaux, il y a du best practice, il y en a aussi. Tout comme les serveurs DNS. Pour une zone donnée, hein, tu as une zone mondomaine.com, bah, c'est deux minimum serveurs DNS. Si tu peux en avoir trois, c'est pas mal. Les NTP, minimum, c'est trois serveurs NTP, hein. Ça, c'est les best practices générales, hein. Donc Nutanix change pas les choses hein, en termes de best practice, hein. Bon, après, regardez, on va monter en puissance, on va voir des trucs là-dedans, là. Notamment dans cette partie, on va expliquer un peu la partie security. Et puis dans cette partie security, on va parler de STIG, Security Technical Information Guide. Puis on verra que Nutanix automatise ça. Bon, comment gérer l'authentification du Prism central ou du Prism élément, hein, donc on va voir ça. Bon, on peut faire de l'authentification à un sens ou à double sens avec deux protocoles différents, on va voir ça. La gestion des utilisateurs locaux, les rôles, on peut activer et gérer des rôles, hein. Et puis on peut faire du lockdown des clusters. Et on est capable, bon après il n'y a pas de lab là-dessus, mais de faire de la micro-segmentation avec Flow. Euh, on peut aussi, on est capable de faire du chiffrement, d'ailleurs c'est là. Donc les labs en chiffrement, on explique qu'il s'agit du chiffrement, mais il n'y a pas de lab, on n'a pas plus dans l'explication. Tout ça c'est dans le cours à avancer hein, à APM. Le lockdown aussi, mais je vais vous montrer le lockdown. Flow aussi, on fait du flow dans le cours à APM, etc. Bon, la première chose, bon, Nutanix, comme la plupart des constructeurs ou des éditeurs de logiciels, hein, que ce soit américains ou pas, maintenant ils travaillent de façon sécurisée, hein. C'est-à-dire, il fut un temps, on développait et puis après on s'occupait de la sécurité. Maintenant, on développe, on s'occupe de la sécurité, hein. C'est-à-dire que on a, on utilise une méthode qui fait que pendant la phase de développement, on va utiliser que des fonctions ou des choses qui sont sécurisées. Et puis, pendant qu'on sort le produit, si on découvre, on teste le produit. Si on découvre des failles, on corrige les failles. Et ça, on va dire que la sécurisation, c'est un process continu chez Nutanix, mais pas que chez Nutanix, on va dire chez tous les éditeurs, hein. C'est un process continu. Maintenant, en termes de sécurité, chez Nutanix, on va utiliser ce qu'on appelle les recommandations du STIG. En fait, STIG, ça signifie Security Technical Information Guide. Donc, ils sont des guides
pour sécuriser des systèmes, hein, tout système informatique, hein, publié par le département de la défense de la mer, enfin, c'est le ministère de la Défense américain, hein, qui va sortir des documents. Normalement, c'est à la base, c'est des documents internes. Puis après, ils sont déclassifiés comme ça, tout le monde peut les utiliser, mais ça permet de savoir comment sécuriser un système informatique. Mais c'est n'importe quel système, ça peut être une base de données, un OS, un hyperviseur, etc. Et donc, Nutanix s'appuie sur les documents sortis du STIG là, pour sécuriser son propre système. Et on va appliquer ça au CVM et à l'hyperviseur. Donc, ces documents de STIG, si vous voulez un peu comprendre toute cette partie STIG, là, en fait, les documents du STIG, si vous faites une recherche sur STIG, DOD STIG, ce que j'ai fait là, hein, vous pouvez retrouver la liste complète des documents du STIG, là, qui sont des documents après déclassifiés, sortis tout simplement par le STIG. Bon, ces documents, vous voyez, ça concerne en fait n'importe quel environnement. Ça peut être d'un serveur Apache, d'un réseau, d'un switch, d'un routeur, etc. Mais Nutanix, comme son hyperviseur et la CVM sont à base de Red Hat, donc Red Hat Enterprise Linux, hein, Red Hat Enterprise Linux, ok. Donc on est basé là-dessus. En fait, c'est du CentOS, mais CentOS quelque part c'est un Red Hat. Eh ben, Nutanix va utiliser les recommandations STIG pour le système Red Hat, hein, voilà. Et ces recommandations STIG, s'il fait une recherche sur Red Hat, hein, donc CTRL F, Red Hat, bon, vous voyez, j'ai des recommandations Red Hat Linux 8, donc ils sont en région. Je crois que c'est du 7 hein, sur Nutanix, hein, on est sur du Red Hat Enterprise Linux 7, pas l'équivalent parce que c'est pas directement Red Hat. Vous voyez que le DON, hein, donc le ministère de la Défense, sort ce document. Et dans ce document, on dit ce qu'il faut faire pour auditer son système, pour vérifier que son système, il n'y a pas de faille de sécurité dans son système. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ben, suivant la gravité de ce qu'il faut regarder, ben, ils ont classé, ça peut être très sévère, après vous avez du moins sévère, du médium, etc., ou du low, etc. Mais chaque chose est classée suivant son niveau de sévérité. Donc ici, prenons par exemple celui-là, on vous dit que votre système Red Hat, quand vous bootez, le BIOS doit avoir un mot de passe, un login et un password sur le BIOS. Bah souvent, ça c'est quelque chose qui est négligé. Vous démarrez un système, le système, vous savez, vous avez ce qu'on appelle un bootloader, hein, ou c'est Grub ou Ilo, hein, qui va lancer le noyau. Bah, si vous n'avez pas défini de mot de passe pour accéder au BIOS, bah, vous avez un souci parce que même si votre système est protégé par un login mot de passe, on peut après bypasser en allant dans Grub et Lilo, on peut bypasser les logins qui sont dans le machin. Donc, la première chose, par exemple, c'est un login d'authentification pour accéder au BIOS. Par exemple, vous voyez que ça a une sévérité high. Bon, après, il y a d'autres choses, hein. Si vous utilisez du BIOS, du boot UEFI, bah aussi, il faut une authentification. Il faut pas avoir des mots de passe blancs ou etc. Tout ça, c'est donc. Si vous voulez auditer vos systèmes, il suffit de récupérer ce document du STIG que vous pouvez récupérer dans un des formats proposés, là, en Excel, en JSON ou en XML, et puis après, auditer tous vos systèmes. Mais imaginez que vous avez un cluster de 10 nœuds. 10 nœuds, ça veut dire 10 hyperviseurs plus 10 CVM. Si après, il faut regarder sur chaque hyperviseur, chaque CVM, que tout ça match, qu'il n'y a pas d'erreur, etc., ça va vous durer, mais ça va durer une plombe. Donc, ce qu'a fait Nutanix, c'est que non seulement Nutanix va s'appuyer sur ces recommandations du STIG, mais en plus, on s'appuie sur les recommandations STIG, et en plus, après, Nutanix va rajouter ses propres recommandations et va appliquer ça donc au CVM, donc ceux du STIG, hein, et ses propres recommandations.
et également à l'hyperviseur. Mais ce qui est fort, c'est qu'on pourra automatiser l'audit du système. Quand on dit on pourra automatiser l'audit du système ou les recommandations logistiques, je vais vous prendre un exemple. Vous êtes sur votre système Nutanix, pardon, c'est pas celui-là, celui-là, petit là. Je suis sur mon petit là. Ah, la session est pétée. On va relancer. X. Ici, vous êtes sur votre système. Vous connaissez ce fichier, hein, si je fais un ls de slash etc slash shadow, normalement je suis par route, il doit me... Bon, le ls passe, mais si je fais un ls bon, si je fais un ls-l, bon, ça va passer aussi, je suis con, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'était un 4, ok? Bon, j'essaie de voir, moi, ce qu'il y a dans ce fichier, j'essaie de... hein, bon, vous voyez, il me jette, parce que j'ai pas l'autorisation. Pourquoi? Parce que le fichier qui a l'autorisation, c'est l'utilisateur root, et enfin, le fichier appartient à l'utilisateur root. Et il appartient aussi au groupe root. Mais pour l'utilisateur root, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a aucun droit pour root. Parce que tous les petits tirets que je veux là veut dire que les droits ne sont pas établis. RWX, RWX sont pas positionnés. Par contre, regardez, si je fais un sudo, mon sudo, je dis, je me mets comme si j'étais root, et je fais 4, donc je peux voir ce fichier. Donc le problème de ce fichier, c'est que vous avez, par exemple, pour l'utilisateur Nutanix, l'utilisateur admin, bah, ce que je vois là, c'est que dans ce fichier, bah, j'ai les mots de passe des utilisateurs, hein. Ici, ça, c'est le mot de passe de l'utilisateur Nutanix, hein. Bon, il n'est pas en clair, vous me direz. OK, mais c'est quand même son mot de passe. Ici, ça, c'est son mot de passe. Entre les... bon, ça, c'est un système de base de données primaire, hein. C'est-à-dire que les champs sont séparés par deux points. Donc, ici, de deux points là jusqu'à ce deux points là, c'est un champ. Et ce champ-là, bah, c'est le mot de passe de l'utilisateur ici. Et donc, le nom de l'utilisateur, dans le fichier Shadow, hein, SHETC Shadow, dans un Linux, il y a le mot de passe de l'utilisateur. Simplement, il est haché avec un algorithme de hash. Ça peut être du SHA 256, etc., plus solté, c'est-à-dire que on prend une chaîne de caractères fixe, on prend le 1 et on fait ça passer dans un hash. Ça donne ça. Mais le problème, c'est que si j'ai accès à ça, je peux toujours faire de la brute force attaque. Et grâce à cette brute force attaque, je peux chercher à tomber sur la même chaîne de caractères. Et si je tombe sur la même chaîne de caractères, c'est que je connais le mot de passe. D'accord? Bien sûr, je vais peut-être tourner pendant 6 mois, etc., mais je peux tomber dessus. Donc, c'est une faiblesse. Donc, par défaut, pour être sûr que ce fichier ne peut pas être hacké, bah, les droits qui sont dessus, c'est ça. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire un chmod 7777 de slash etc shadow? Bon, en faisant ça, bah, j'ai déjà breaké, bien sûr, je vais faire un sudo pour faire ça. Contrôle 1, donc sudo, chmod. Bon, regardez, là, je l'ai changé puisqu'il n'y a que root qui peut le changer. Maintenant, RWX, RWX, RWX. Si maintenant, en tant que, je suis toujours tout, Nutanix, hein. Maintenant, en tant que Nutanix, je veux faire mon cadre de tout à l'heure qui n'est pas marché sans root, là. Celui-là, bah, maintenant, je peux le faire. Vous voyez. Donc ça, c'est une faiblesse. Eh ben, avec Nutanix, ce que Nutanix a prévu, c'est de pouvoir automatiquement, c'est pas activé par défaut, ce sera à vous de l'activer. J'ai des commandes là, des exemples de commandes. Je vais partager ce fichier avec vous. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Allez, mon Zoom, discussion, partager le fichier. OK, donc le fichier que je vais ouvrir là, je vous l'ai envoyé. Ici, regardez, stick commande. Nutanix a fait, c'est qu'on peut connaître le niveau de sécurité par défaut. Vous voyez ces deux commandes là, bon, je vais lancer les deux l'un après l'autre sur la plateforme, hein.
Donc ici, la première, NCLI cluster get CVM security config. Et la deuxième que je lance, NCLI cluster get hypervisor security config. Bon là, la commande dit elle-même ce qu'elle fait. Donc, on va rentrer dans un shell secondaire qui s'appelle NCLI. Donc, au niveau des nœuds Nutanix, vous avez deux shells, hein. Enfin, vous avez deux shells, vous avez plus que ça, puisque déjà, on a les shells du Linux même, hein. Quand je suis dans ma CVM, comme c'est un Linux, ben, j'ai slash bin, slash bash, enfin, j'ai tous les shells présents dans le système. Mais en plus, il y a un shell qui s'appelle NCLI, et puis un autre qui s'appelle ACLI. NCLI, c'est Nutanix CLI, Nutanix Cluster CLI, et puis ACLI, Acropolis. C'est plutôt ici, on va trouver des commandes hypervisor AHV. Et puis ici, on va trouver beaucoup de commandes DSF, c'est-à-dire du système de stockage, plutôt. Mais on peut quand même trouver des commandes. Par exemple, si vous voulez créer des réseaux, ben, le réseau étant propre à l'hyperviseur, il faudra aller dans ACLI pour trouver les commandes réseau, etc. Par contre, les commandes de stockage se trouveront dans NCLI, hein, d'accord? Donc ici, on a tapé une commande, NCLI, NCLI cluster get, et on veut récupérer le niveau de sécurité de la CVM, la configuration de niveau de sécurité de la CVM, de l'hyperviseur. Donc vous voyez que ici, il me dit, qu'est-ce qu'il me cite là? Il me dit head, false, il n'est pas activé, core n'est pas activé, iStrand password n'est pas activé, enable banner, hein, etc. Bon, qu'est-ce que le head? Head, c'est Advanced Intrusion Detection Environment. Donc ça permet ça de, quand vous l'activez, là il n'est pas activé par défaut, hein, mais si vous l'activez, il va détecter, en fait c'est un IDS, vous savez c'est quoi un IDS IPS? Sauf que c'est un IDS IPS d'environnement. Donc, il va faire des signatures des fichiers, des signatures de l'environnement. Et chaque fois que quelque chose ne va pas matcher ce qu'il a, il va le détecter, il va le corriger. Par exemple, quand vous l'activez, par défaut, il sait que pour lui, le fichier shadow doit avoir en chmod 0000. Et quelqu'un a modifié, il voit que RWX, RWX, et ben il corrige ça. C'est ça le heads. Donc vous avez un système d'intrusion qui va surveiller votre système automatiquement. Core, c'est pour générer des core dumps. Par défaut, il ne génère pas de core dump, mais vous pouvez demander de générer des core dumps, hein. Comme ça, si bon, si vous êtes sur la CVM se plante, il crée un core dump. Pour l'hyperviseur, pareil, hein. Si c'est pour l'hyperviseur crée un core dump. Ici, les mots de passe complexes, je peux lui demander d'activer la gestion des mots de passe complexes. Je peux lui demander aussi d'activer une bannière. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se log, l'utilisateur reçoit une bannière. Attention, vous rentrez dans un système sécurisé, etc. Je peux lui demander d'activer le fait d'être quand SNMPv3. D'accord? Parce que là, je pourrais faire du SNMPv1, V1, 2, etc. Mais que V3. Et puis ici, bon, le daily, là, le schedule, il va tester le système, c'est la fréquence de test du système. Donc ici, c'est marqué daily, mais comme rien n'est activé, donc il fait rien de toute façon. Mais si j'avais activé, par exemple, le head une fois par jour, bah, une fois par jour, il contrôle le système. Donc il va auditer le système pour voir s'il correspond aux recommandations du STIG. Le système correspond pas ou a dévié des recommandations du STIG, eh ben, il me l'aurait dit. Bon, ici, vous avez enable kernel core, donc c'est pour créer aussi un core du kernel. Je peux, ici, SSH security level default, bon, enable log status, lockdown false. Je sais plus ce que ça fait. Ça a été rajouté en 6.5, ça. Bon, le SSH security level, je pense, c'est pour là, il est par défaut. Vous avez le SSH, par exemple, l'utilisateur root n'est pas autorisé à faire du SSH. Il faut se loguer Toto et puis après faire un SU root, ce genre de choses, hein. Enable lockdown status false. Bon, le lockdown mode, je vais vous expliquer ce que c'est, mais par défaut, il a l'air false. Mais de toute façon, c'est pas activé, donc
On n'est pas obligé de venir là pour l'activer, le lockdown mode. Le lockdown mode, je vous expliquerai ce que c'est, hein. Bon, ce qui m'intéresse là, c'est que vous Mais compreniez que, oui, du coup, c'est super chouette, mais on a toujours la problématique dans ce genre de choses de savoir le fait d'activer de la sécurité, c'est bien, le fait de se retrouver à la porte ou d'être bloqué sur certaines fonctionnalités, c'est chiant. Et du coup, enfin, quelle est la politique par rapport à ça? Enfin, là, on voit que par défaut, rien n'est activé. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que ça apporte des limitations techniques ou pas? Enfin, le lockdown je mode, si c'est pense, comme dans VMware, ok, admettons, enfin, je comprends. La partie SSH, etc., ok, pas de souci. Mais par exemple, le heads là, le head, ça peut être, enfin, je trouve ça plutôt pas mal. voilà. Le password, c'est pas des trucs qui sont trop bon. Ok, ça marche, pas de souci. Non, mais le Sont... password, là, c'est high strength password, je crois que c'est 12 caractères, machin comme ça, hein. Donc, c'est un mot de passe quand même déjà assez costaud, tu n'es pas obligé de l'activer. Mais par exemple, le heads, l'advanced intrusion, c'est quelque chose, c'est vrai qu'il aurait pu être par défaut, avec un audit, une périodicité d'une fois par jour. Mais en même temps, si tu es dans un environnement très sécurisé, par exemple, tu vas être certifié tel niveau de sécurité, etc. Bah, à ce moment-là, tu vas activer le heads, mais peut-être avec, au lieu d'être en daily, ça va être hourly, toutes les heures. Ok. Bon, là, c'est clair que si c'est toutes les heures, il va checker ton système toutes les heures, ou même si tu le mets toutes les 15 minutes, il va checker ton système toutes les 15 minutes. Ah bah, c'est plus lourd que s'il le teste jamais, ou s'il teste une fois par jour. Comment? Ouais, bien sûr, même par rapport enfin, au core dump, etc., je suis même plutôt étonné qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Alors là, peut-être parce qu'on est sur un lab, mais que le core dump, Ah bah, du ça coup, peut être soit l'activer ou pas... pas, hein, les corps Ok. dump, hein. Parce qu'attention, les corps dump, quand tu sauvegardes un corps dump, il contient toute ta mémoire, hein. Bon, dans ta mémoire, tu peux avoir des clés, tu peux avoir des trucs, hein. Ouais. Bon, après, ils sont locaux, tu me diras. Mais tu as des corps dump. Bon, voilà, le truc est comme ça. Après, ce qui peut être fait, je vous ai mis des exemples. C'est par exemple, ici, si vous voulez activer la partie heads là, pour la CVM, c'est comme ça, tel quel. NCLI, hein, tout. NCLI pour l'hyperviseur, si vous voulez activer la partie heads, c'est comme ça. Si vous voulez changer la fréquence où il va auditer le système, ben, là, au lieu d'être, c'était quoi, tous les jours, là, daily, au lieu d'être en daily, vous mettez, alors, ici, j'ai mis hourly en exemple. Donc, vous pouvez lui demander d'auditer votre système une fois par jour. Et puis, si vous voulez tester ça, vous pouvez lancer cette commande, faire un shadow, modifier les droits sous le shadow, activer la sécurité. Bon, quand vous activez la sécurité, si par défaut il est hourly, il faut attendre 1 heure pour qu'il détecte. Donc, vous pouvez forcer le système à rechecker, à se rechecker avec cette commande qui force le check tout de suite. D'accord? Puis après, vous vérifiez qu'il a modifié Shadow. Bon, ça, c'est un exemple de la partie Stig. Bon, ce qu'a fait Nutanix, c'est que comme ça s'est implémenté et que je peux l'automatiser, ça vous fait gagner un temps fou à auditer votre système. Parce que si c'était pas implémenté comme ça, bah, faudra aller chercher les documents du Stig. Vous avez une base de données, il faut aller chercher, il faut comparer votre système avec ce qui est mis dans le Stig, et puis si ça matche pas, vous corrigez. Mais le temps que vous avez fini sur un système, le système est peut-être déjà à nouveau corrompu, vous l'avez pas vu, quoi. Bon, Yves, ce qu'on vous dit, c'est qu'il récupère bon tout ce qui est document Red Hat, hein, en fait, hein. Donc c'est les recommandations Red Hat 7 Stig qui sont implémentées. Yves, Oui. j'ai vu, il y a une commande salt là. Ça veut dire que tu peux patcher ton truc avec des commandes salt? Patché, c'est-à-dire. Ben, salt, il peut te renvoyer un état des mises à jour des composants dans l'hyperviseur. Et si par exemple il y a une faille de sécurité, est-ce que tu peux passer une recette salt pour patcher la Non, lui, il vulnérabilité? s'appuie sur Salt, mais c'est les commandes que je t'ai montrées là, hein. Derrière, ça s'appuie sur du Salt. Mais après, est-ce que tu peux Oui, utiliser du Salt individuellement? Tu dois pouvoir, parce qu'en fait, quand tu es dans des systèmes Nutanix comme ça, bon, Salt, après, j'en fais pas. Mais par exemple, je prends l'hyperviseur. Moi, je me connecte sur l'hyperviseur. Je fais un SSH, route at
Lui, il est en 21, donc son hyperviseur, c'est 172.20, pardon, point 16, point 0, point 20. Normalement, c'est ça son hyperviseur. OK, donc là, je suis sous son hyperviseur. If config, juste pour voir. Bon, son hyperviseur, vous vous souvenez, il avait BR0, c'est lui qui a l'adresse -20. Et puis, il avait virbre0, lui a l'adresse 5.1 sur le réseau interne. Hein. Donc ça, c'est son hyperviseur. Mais la CVM sur cet hyperviseur, moi, quand je suis dans l'interface graphique, cette CVM là, ça c'est, je suis sur la console. Si je vais dans VM, bon, là je vois aucune VM dans Table, mais en réalité j'ai quand même mes CVM. Enfin, si j'ai la VM Windows qui a été installée, une VM Linux, mais si je lui demande d'inclure les CVM, vous voyez que la CVM tourne comme CVM sur cet hyperviseur. Donc elle est là cette CVM. Eh ben, cette CVM, en réalité, ben, je peux la démarrer, l'arrêter, mais ici, comme c'est du KVM, ben, c'est des commandes, merde, c'est des commandes KVM. Excusez-moi, à chaque fois, je clique pas sur le bon endroit, c'est là. C'est des commandes KVM, hein, donc c'est vir sh, hein, vir sh-list, euh, vir sh list. Ah non, c'est vir sh list, excusez-moi, vir sh list, oh là. Regardez ici, ça c'est ma CVM. En réalité, c'est une commande, ça c'est une commande KVM, hein. Ah, Mais alors, c'était pas ça ma question. oui, mais Ma ce que je veux te dire, c'est que si tu connais les commandes salt, bah tu peux les utiliser aussi, mais je les connais pas moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la CVM, elle a l'air d'être de parler à un salt master. Et qui c'est le salt master? Ah, je veux pas te dire plus. Parce que si on Je sait, veux par pas te exemple, dire. jouer des recettes ou alors intervenir sur le salt master, on pourrait automatiser plein de trucs. Ah oui, je pense que tu peux le faire, mais il faut aller mettre les mains dans le cambouis du truc. Si tu connais, je pense que tu peux le faire. Mais attention, ce sera pas supporté, ça, pas le support technique, hein. Parce que, tu vois, toutes ces commandes, par exemple ici, une commande purement Donc, KVM, oui, oui. oui, je vais expérimenter. Ah oui, tu peux tester. D'ailleurs, tu peux tester sur la plateforme de Lab. Si tu la pètes, tu la pètes, hein. Mais teste le dernier jour, peut-être, si tu veux faire des trucs. Mais ça reste un Linux, quoi. Donc, les commandes Linux fonctionnent. Mais après, si tu vas plus loin que ce que le système te propose, si tu le pètes, tu perdras ton support, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, je vais le dire différemment, Steve. Est-ce Mhm. que lorsque des mises à jour sont publiées pour patcher les hyperviseurs ou les CVM, est-ce Mhm. que le support il s'appuie justement sur des recettes salt pour patcher les hyperviseurs et les CVM? Ah, peut-être, mais je sais, tu le vois pas, ça, en fait. Parce que regarde, quand tu mets tes systèmes à jour, tu Ouais. utilises ça, là, Gear Upgrade Software. Tu lui donnes tes mises à jour et lui, il va me faire les mises à jour. Que derrière, il utilise du Salt ou pas, pour toi, c'est transparent, tu utilises cette interface-là. D'ailleurs, tu utilises ça ou alors tu utilises le Lifecycle Manager. Tu as un Ok. Lifecycle Manager qui est accessible ici, là. Tu peux utiliser aussi le Lifecycle Manager. Que lui, après, s'appuie sur Salt ou pas, toi, tu es obligé d'utiliser ça. Ok, c'est clair, merci. Mhm. Par contre, tu as l'air de bien t'amuser, tu peux tester. Faut se faire plaisir hein, quand on connaît des trucs. Hein. Bon, c'est implémenté en SCMA avec du Salt après derrière. Et puis bien sûr, il y a c'est-à-dire des updates régulièrement. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est être abonné sur les updates. Comme ça, automatiquement, vous serez prévenu qu'il y a des mises à jour. Et maintenant, vous voulez pas vous occuper de ça. Vous voulez que ce soit géré par Nutanix. Il y a la possibilité que ce soit géré directement par Nutanix. Comment? En fait, au niveau de votre cluster, vous avez quelque chose quand vous allez dans Gear Icon ici qui s'appelle Pulse.
Et quand vous activez Pulse, ici, Pulse, ce qui se passe, bon, Pulse, il peut être activé ou pas. Bon, mon cluster de production, si rien ne s'oppose, bon, je suis une administration française un peu sensible, bon, je n'autorise pas d'informations à aller vers Nutanix. Mais si vous êtes une autre entreprise, vous activez Pulse, ce qui va se passer, c'est que les versions de vos iOS, les versions de votre AOS, pardon, les versions de votre AHV, les failles du système, quand vous tapez un NCC, s'il y a des choses qui sont plantées, les alertes, tout ça vont arriver chez Nutanix automatiquement par ce protocole-là, Pulse, et ça permet à Nutanix d'être au courant de quelle version vous avez, par exemple, d'AOS ou d'hyperviseur, et de savoir que s'il y a un bug, une faille, si vous êtes patché ou pas. Et automatiquement, il va vous prévenir pour vous dire qu'il faut mettre à jour votre système, tel ou tel truc a été détecté, il y a tel problème, telle alerte a été déclenchée. Et donc, ça vous permet d'être en proactif, d'accord, par rapport à Nutanix. Enfin, par rapport à votre cluster, grâce à Nutanix. Donc, c'est quasiment Nutanix qui va surveiller votre cluster. Bien sûr, il faut la condition que j'autorise des informations à sortir de mon réseau pour aller vers Nutanix. Ce qui est envoyé chez Nutanix avec ça, là, ce ne sont pas des informations sensibles. D'accord? Il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas ce genre de choses, hein. C'est que des versions d'AOS, etc. Quand votre système se plante, hein, les alertes, ce que renvoie le health check, etc. OK, l'authentification. Maintenant, l'authentification. Qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginez, bon, les deux cas, j'ai du Prism élément et j'ai du Prism central. Bon, je vais dire, j'ai un Prism élément, j'ai un cluster 4 nœuds, okay, mon Prism élément. Et puis, j'ai un Prism central. Bon, que ce soit le Prism élément ou le Prism central, j'ai ce qu'on appelle une base locale. Bon, on a vu que c'est des machines Linux, hein. Donc, c'est slash etc, passe WD, shadow et groupe. Okay, il y a la même chose sur le Prism central. Je dis shadow. Et donc, il y a une base locale. Bon, cette base locale, elle peut contenir des comptes utilisateurs pour me loguer ou pas. Par défaut, bon, on a vu qu'il y avait Nutanix ici. Et puis, il y a aussi admin. Mais, je peux très bien, moi, avoir des annuaires extérieurs. D'accord? Donc, je peux très bien avoir ici un annuaire AD. Je peux aussi avoir un annuaire Open LDAP. Eh ben, on sait sur le Prism élément utiliser ça et ça. Par contre, on sait le faire ici quand LDAP. Bon, LDAP ou LDAPS, hein. Pour les deux, hein, on sait faire que du LDAP, LDAPS, hein, pour les deux. Par contre, le Prism central, c'est utiliser un AD en LDAP ou S ou en IW1, c'est-à-dire en authentification intégrée Windows, c'est-à-dire en Kerberos. Et il sait aussi utiliser le OpenLDAP en LDAP. LDAP, LDAPS. Le Prism central, c'est aussi faire de la fédération d'identité. Donc, on sait aussi utiliser, par exemple, le système de fédération Microsoft, là, en fédération. C'est pas de souci. Donc, je vous montre ça, hein, où ça se configure. Ici, sur mon Prism élément, c'est Gear Icon ici. Donc, dans le Gear Icon, en fait, ça correspond ici à Settings, hein. Quand vous êtes sur quelque chose, hein, si vous voulez rapidement aller dans Settings, ou sinon vous cliquez sur Gear Icon. Tout comme, regardez, quand vous cliquez sur le petit cœur ici, ça vous ouvre le menu Elf. Mais sinon, vous pouvez toujours accéder au menu Elf dans le menu là. Bon, Settings. Dans Settings, je cherche Security. Et dans Security,
ici, j'ai, c'est quoi que je vous expliquais? Ah non, c'est pas security, c'est l'authentification, c'est ici. User on role, ici. J'ai authentication. Ici, l'authentification, par défaut, elle est dans la base locale. Ici, authentication type, l'authentification se fait dans la base locale. Mais si j'ai ajouté un annuaire extérieur sur mon Prism élément, je peux dire, tu vas aussi authentifier dans l'annuaire extérieur. Bon, le truc, c'est que moi, j'ai pas ajouté d'annuaire extérieur, là. Pour ajouter un annuaire extérieur, c'est dans directory list. Là, je vois que j'ai aucun annuaire extérieur. Je peux lui dire new directory. Est-ce que c'est de l'Active Directory ou de OpenLDAP? Suivant l'annuaire, bah, je lui donne un nom, le nom du domaine, où il va chercher les utilisateurs. Vous voyez qu'il me donne un exemple, LDAP, l'adresse IP du serveur DNS, du serveur DC, du domaine contrôleur, et puis le numéro du port, 384 ou 636, si je suis en LDAP-S. Est-ce que la recherche est récursive ou pas? Est-ce que je cherche dans le dossier ou est-ce que je peux rentrer dans les sous-dossiers, etc. Et puis un compte qui va être l'admin du domaine avec son mot de passe. Bon, ça peut être ça ou OpenLDAP, hein, d'accord? Donc les deux sont possibles ici avec mon Prism élément. Donc, je configure ça dans mon Prism élément, mais quand vous configurez votre Prism élément pour authentifier dans un annuaire extérieur, dans mon exemple, là, dans mon AD, bon, ici, moi, j'ai un AD qui s'appelle training.com, et ben, à ce moment-là, quand un utilisateur essaie de se loguer, vous avez l'utilisateur, lui, il attaque en HTTPS, OK, l'adresse IP du cluster. Sur le numéro de port, on a vu, c'est 9440, hein. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Le système lui renvoie un login, un mot de passe. D'accord? Et il tape le login, un mot de passe, ça arrive au système, et le système forward ce login et ce mot de passe en LDAP à l'annuaire. Okay. Et si l'annuaire active l'authentification, eh ben, on active l'authentification pour l'utilisateur. C'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, il devra préciser qu'il veut s'authentifier dans son annuaire. Donc, dans la bannière dans son login, bah, au lieu de mettre simplement admin, il devra mettre admin at le nom du domaine pour qu'on sache qu'il faut envoyer vers ce domaine-là. Parce que moi, j'ai déclaré le domaine avec le nom du domaine, training.com. Mais ça marche. Donc, ça peut être fait comme ça sur le Prism élément. Maintenant, sur le Prism central, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, sur le Prism central, ici, j'ai mon Prism central qui est là. C'est au même endroit, c'est dans Gear Icon. Et dans Gear Icon, vous avez User on Role, même chose, Authentication. Et vous voyez que j'ai Directory List, je vois à peu près la même chose, Authentication Type local ou les annuaires extérieurs. Et puis j'ai client ici, comme sur l'autre. Hein. Sur l'autre aussi, j'avais client. Bon, on n'a pas expliqué, mais je vais vous l'expliquer après. Je vois que j'ai client. Hein. Ici, si je viens dans Directory, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? New Directory, Active Directory, OpenLDAP. Pas de souci, ça fonctionne. Donc, je peux faire de l'AD ou de l'OpenLDAP et les mêmes options que sur le Prism élément, hein, pas de souci. Ici, je suis bien sur mon Prism central, hein. Ah non, je suis pas sur mon Prism central, excusez-moi, je suis sur le cluster, là. Il me disait, il me manque un petit bout de la fenêtre, là. Admin. Je sais pas si c'était bon, non, ça n'a pas l'air bon, ça. Ok. Comment? Ouais, exactement. Ouais, t'as été dessus, ouais, ok, exactement. Ouais, il y a l'autre possibilité, la troisième, qui est, je peux faire de la fédération, en fait. Donc voilà, dans le Prism central, qui est ici, c'est au même endroit, c'est Gear Icon, etc. Donc Gear Icon, je vais chercher ici User on Role,
Et vous voyez que j'ai bien Authentication. Donc, Authentication, ici, j'ai bien Directory. Par contre, dans Directory, si je fais le petit plus de Directory, j'ai bien, comme pour le Prism élément, Active Directory et LDAP. C'est identique à Active Directory. Hein. C'est identique à ce qui est dans le Prism élément. C'est ça que je voulais dire. D'accord? Par contre, ici, en plus, c'est-à-dire qu'on peut faire de la fédération d'authentification en allant dans Identity Provider. Et si on a activé l'AFS dans un contrôle, avec des contrôleurs de domaine Windows, etc., on peut faire de la fédération d'authentification ici. D'accord? C'est ce qu'il y a en plus au niveau du Prism central. Maintenant, que vous soyez en Prism central ou en Prism élément, à partir du moment où vous faites appel à un annuaire extérieur, d'accord? Ici, je m'authentifie soit sur mon Prism élément, mais dans un annuaire extérieur, ou soit sur mon Prism central, ok, mais sur un annuaire extérieur, fédéré ou pas. Cet utilisateur, il n'existe pas dans la base locale de mon Prism élément. Donc, comment est-ce que je donne des droits à cet utilisateur? Parce qu'un utilisateur qui est dans un annuaire extérieur, ici, imaginez administrator, c'est simplement l'authentification qui est déléguée là. C'est pas les autorisations. Donc, les autorisations sont gérées toujours localement par ce qu'on appelle des role based access control. C'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre de droits pour des utilisateurs sur le système local. Et ici, même chose, je vais avoir des role based access control. Définir un certain nombre de droits pour les utilisateurs. Mais il faut forcément, quand vous faites ça, définir quels sont les droits des utilisateurs. C'est pour ça, regardez ici, quand vous êtes sur cette fenêtre, ici sur mon Prism élément par exemple, je dis j'ai des utilisateurs, je crée un annuaire extérieur, etc. Donc je configure ici dans Directory mon annuaire extérieur. Et une fois que j'ai configuré mon annuaire extérieur, le système va m'obliger à faire du role mapping. Ça veut dire quoi faire du role mapping? C'est-à-dire pour un utilisateur extérieur, définir quel droit il a dans le système. C'est ça le role mapping. Même chose, j'ai la même fenêtre sur le Prism central. Là, je suis sur le Prism central, qui est bien role mapping, etc. Bon, ici, je peux pas le faire parce que je n'ai pas défini d'annuaire extérieur, parce qu'il me dit directory have not been configured for role mappings. OK? Donc, add directory, il faut, j'ajoute un annuaire extérieur pour que ça marche. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Local User Management, ce sont les utilisateurs locaux, donc dans la base locale. Vous avez vu on voit que admin ici, mais par contre, il y a admin, il y a Nutanix. Mais simplement, admin peut se loguer dans l'interface graphique. Si vous voulez créer un utilisateur, le nom d'utilisateur, son son prénom, son nom, son email, hein. Bon, sous la forme d'un vrai email, OK, son mot de passe, etc. Et puis regardez les droits qu'on peut lui donner. Donc c'est ce qui permet de faire du role mapping, ça. En fait, si vous mettez rien pour un utilisateur local, il va se retrouver ce qu'on appelle viewer. Viewer, regardez si je sauvegarde. Pourquoi j'ai pas mis password, c'est pour ça. J'ai une Password, question. oui. Là, les trois rôles qu'on voit, euh, bon, ils sont mignons, mais est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Par exemple, là, sur le prisme central, on a deux clusters, Lab A, enfin, Lab A et Lab B. On a moyen de mettre des utilisateurs qui voient que les choses dans le Lab A et d'autres que dans le Lab B. Ouais, on peut aller plus loin. Bon, je finis ça. Ici, regardez. D'accord. Sur cet utilisateur TT, là, bah, je mets aucun rôle. Bah, vous avez vu, c'est retrouvé viewer. Viewer, c'est quoi? Si je me log avec TT, il pourra voir tout ce qu'il y a dans le cluster, mais il pourra rien créer. Rien supprimer, rien créer, mais il pourra tout voir. Par contre, je peux modifier, bien sûr, ces droits. Qu'est-ce qu'on trouve? User admin. User admin, vous avez vu, quand j'ai cliqué, ça lui a tout donné. C'est-à-dire que user admin, il est comme moi actuellement en tant qu'admin. Il peut tout faire. Si je lui avais donné que cluster admin,
Cluster admin lui donne cluster admin et backup admin. Que veut dire cluster admin? Il peut tout faire à l'exception de la gestion des utilisateurs. Donc, il ne pourra pas créer, modifier, supprimer des utilisateurs, mais il pourra faire tout le reste. Et puis, j'aurais pu lui donner backup admin. Backup admin, ça lui donne juste le droit d'utiliser les outils ici qui sont dans data protection. Donc, de sauvegarder, créer des politiques de protection, etc., mais sans pouvoir faire le reste. Donc, si je reviens ici, je sais que j'étais, ah oui, hein. User, il a tous les droits. Cluster, tous les droits à l'exception de gestion des utilisateurs. Backup, juste les outils de backup. Et si je mets rien, il est viewer. Bien sûr, quand vous faites du role mapping, eh ben, ce role mapping, eh ben, c'est ces droits-là que vous donnez à vos utilisateurs sur votre Prism élément. Maintenant, sur votre Prism central, c'est à peu près les mêmes rôles, role mapping, hein. Si vous créez un utilisateur, bon, vous avez vu, bon, cet utilisateur-là, c'est l'utilisateur par défaut, donc t'as mollo avec, mais si je crée un utilisateur, c'est la même chose, hein. Même chose. Et voilà. Si vous mettez rien, il sera viewer. Ici, vous avez user, il a tous les droits, donc il est comme celui qui est là, admin. Si vous mettez que Prism central, il a tous les droits à l'exception de la gestion des utilisateurs. Si vous mettez rien, il sera viewer. Pas de souci. Maintenant, après, on peut aller beaucoup plus loin. On va voir ça dans les slides. Donc, configure authentication. Donc, ce qu'on vous montre ici. Bon, ce que je vous ai montré, je peux définir un annuaire ou définir un système avec fédération, hein, dans la gestion des utilisateurs. Je peux avoir les utilisateurs locaux. OK. Ici, on vous montre comment déclarer un annuaire extérieur. Bon, on choisit le type d'annuaire, hein, et puis après, les informations. Bon, ça, bien sûr, vous Le, l'avez récupéré sur l'annuaire, oui. le connecteur IDP, là, c'est quoi? C'est du SAML derrière? Euh, Ça, non, ça, c'est ici, c'est du pur LDAP, hein. Non, juste avant, là, pour Ah, rajouter non. un identity provider. Ah, Non, c'est pas slide l'identity avant. provider, c'est du SAML, ça. Oui, tout à Ok, fait, hein. d'accord. Ça, c'est du Ouais, vrai, la donne- vraie, du vrai, c'est la FS par exemple, tu peux utiliser la FS de Microsoft ou un autre système, hein. Mais oui. ça, c'est du SAML, hein. C'est de la délégation d'authentification. Parce que là, tu délègues Ok. pas quand tu fais du directory. Oui. C'est toi qui gères l'authentification et simplement tu le forward au serveur extérieur qui te dit oui ou non. S'il te dit oui, tu admets que l'utilisateur est logué et puis tu lui donnes les droits par rapport au rôle que tu lui as donné. Alors que l'autre, c'est de la fédération, c'est de la fédération, ça veut dire c'est de la délégation d'authentification, hein. C'est un petit peu différent, hein. Bon, après, il faut avoir un annuaire AFS, hein, derrière, hein. Bon, je rentre les informations ici de mes annuaires, pas de souci. Où est-ce que je récupère les noms des utilisateurs, etc. Maintenant, regardez, l'authentification, en fait, ça se passe comme ça. Quand vous vous connectez sur un système Nutanix, je vais le refaire, hein, pour qu'on comprenne bien, j'ai aussi bien avec Prism Central que Prism Element, j'ai mon Prism Element, et puis moi, je suis dans mon navigateur ici. Je suis dans mon Chrome ici. En réalité, quand je fais HTTPS, je me connecte comme ça, mais je reçois un certificat ici qui a été auto-signé. Donc, je reçois un certificat X509V3 auto-signé, self-sign. Le problème, c'est que mon navigateur va gueuler en me disant je connais pas ce site, etc. Parce que le certificat est auto-signé, donc je ne peux pas vérifier la validité du certificat. J'ai la preuve ici, il me dit not secure. Ici, je vois que la connexion en HTTPS, not secure. Parce que il me dit que le certificat est non valide. Pourquoi le certificat est non valide pour lui? Parce qu'il n'a pas pu vérifier
par la signature d'une autorité de certification que ce certificat est valide. Bon, c'est normal parce que le certificat, même chose sur mon troisième élément, le certificat a été auto-signé. D'accord? Donc forcément, c'est pas ça que je vais faire, il me jette au niveau du certificat. Okay. Il me jette, je peux voir le détail du certificat, etc. Mais ce certificat aussi. Ce certificat, quel est-il? Bah, tout simplement, c'est celui-là. Si je retourne dans mon Prism élément, dans Security, ici, j'ai SSL Certificate. Ça, c'est ce certificat-là auto-signé que mon client que mon client a reçu. Le souci, si vous le remplacez, vous voyez qu'il est valable jusqu'en expire date 2033. Donc, il est valable 10 ans, mais comme il est auto-signé, j'ai forcément un problème. Donc, soit j'accepte ou je n'accepte pas. Si j'accepte pas, bah forcément, la connexion va pas passer. Donc, ce qui peut être fait, c'est d'avoir une autorité de certification, d'accord? Ça peut être celle de votre entreprise, hein, ou une autorité extérieure qui vous signe un certificat, et ce certificat ici que va avoir, euh, soit vous avez un certificat signé pour votre Prism élément ou votre Prism central signé par VeriSign, soit vous avez votre propre autorité de certification d'entreprise. Si vous avez votre propre autorité de certification d'entreprise, bah lui, il s'est généré un certificat X509 V3 auto-signé avec, on va dire, common name égale CA. Bah, ce certificat, Chrome va le récupérer et puis votre Prism central ou Prism élément va le récupérer. Si c'est VeriSign, bah, votre navigateur a déjà le certificat racine de VeriSign, mais votre Prism central ou Prism élément ne l'a pas. Donc, il faudra lui donner le certificat racine du VeriSign. Excusez-moi, ça a descendu. Du VeriSign. Il faudra lui donner le certificat racine du VeriSign. Et puis après, je peux bien sûr faire une demande de signature de certificat, donc ce qu'on appelle une CSR, hein, Certificate Sign-in Request, avec un algorithme PKCS dièse 7 ou dièse 11, là, de façon à ce que lui me signe un certificat. Donc à ce moment-là, je lui transmets un certain nombre d'informations, mon common name, le pays, etc. J'ai généré pour mon Prism élément ou Prism central, c'est la même chose dans les deux, hein, une paire de clés publiques et une clé privée. Bon, les clés publiques et clés privées, par exemple RSA 2048, bon, elles ont un avantage, c'est des paires de clés qui sont différentes. La publique est différente de la privée, mais la privée, ce qui est chiffré avec la privée ne peut être déchiffré qu'avec la publique, hein, et ce qui est chiffré avec la publique peut être déchiffré qu'avec la privée. Mais elles fonctionnent entre elles par paires. Elles sont liées par des équations mathématiques non réversibles. Si on connaît la clé publique, on peut pas deviner la clé privée. Si on connaît la clé privée, on peut pas deviner la clé publique. Mais elles sont quand même liées entre elles. Et donc, dans la demande de certificat, bah, il y aura la clé publique et puis il y aura toutes mes infos, les infos de mon cluster. Et à ce moment-là, l'autorité de certification va signer un certificat X509 V3 avec common name égale mon cluster. Par contre, signé par lui, signé par le CA. Et puis, il va me transmettre ça. Et quand le navigateur se connectera, ce sera ce certificat-là qui sera passé au navigateur. Et comme le navigateur fait confiance à cette autorité de certification, bah, le navigateur verra que le certificat a bien été signé par une autorité de certification de confiance, que le certificat, la date est bonne, la signature est valable, qu'il n'a pas expiré, qu'il ne fait pas partie de la CRL, hein, la Certification Revocation List, etc. Eh ben, vous n'aurez aucun problème de certificat. Okay. Et donc, si on part là-dessus, on va dire, j'ai bien mon Prism central ou élément, okay. J'ai un CA, j'ai mon navigateur,
Ok. Chacun a récupéré le certificat racine de l'autorité de certification. Ok. Ça veut dire que je fais confiance à cette autorité de certification. Il m'a signé mon certificat X509 V3, cluster 1, hein, donc je veux dire, lui, il s'appelle cluster 1. Et donc, quand je fais le HTTPS, je reçois le certificat et je valide ici le certificat. Mais ça permet de valider que le, le site sur lequel je suis connecté, bon, le site ici, c'est mon cluster. C'est un serveur web, de toute façon. Donc, il fait partie des serveurs de confiance parce que j'ai pu vérifier grâce à la signature de l'autorité de certification. Mais par contre, l'authentification qui est faite ici, c'est mon navigateur va authentifier le serveur. Mais on pourrait exiger que le serveur authentifie le navigateur, ou plus exactement le device sur lequel tourne le navigateur. Comment? On pourrait exiger que le client fournisse un certificat X509. Et donc, on va demander au client un certificat X509 V3, client, hein, common name égale client, mais signé par la même autorité de confiance que fait confiance mon Prism central, mon Prism élément. À ce moment-là, si vous voulez activer ça, ça se fait ici dans Security, toujours en Security, j'ai vu, Security, SSL. Donc, il faut d'abord que votre Prism central, d'ailleurs, je suis ici sur Prism élément, mais regardez, si je vais sur Prism central, c'est la même fenêtre, hein, Security, SSL certificat. Vous voyez qu'il a un certificat auto-signé. Je peux venir le remplacer. Donc, il faudra remplacer le certificat du Prism central ou Prism élément par un certificat non pas self-sign, hein, parce que si vous régénérez un certificat auto-signé, ça change rien, c'est toujours auto-signé, hein, d'accord? Mais simplement, il est nouveau. Mais ici, il faudra dire import key on certificate. Bon, je vous explique quand vous allez là-dessus. Ici, on choisit la longueur de la clé RSA. Bon, en général, c'est du RSA 2048. Mais par contre, il faut lui fournir le fichier qui contient la clé privée. Donc, forcément, quand vous avez fait vous avez généré un SSL pour générer les clés privées et publiques, il vous a généré une paire de clés privées et publiques, et la clé privée, elle est dans un fichier. Donc, il faudra filer le fichier qui contient la clé privée. Il faudra ici filer le fichier qui contient la clé publique. Le fichier qui contient la clé publique, c'est quoi? Bah, c'est le certificat X509 signé par l'autorité de certification. C'est là-dedans qu'il y a la clé publique. Et puis, il faudra aussi donner le fichier qui contient le certificat de l'autorité de certification, ou l'autorité de certification peut avoir plusieurs certificats, la chaîne de certification. Donc, ici, il n'y a pas un peu comme il y a dans vSphere, la possibilité de générer des CSR, etc. Il faut venir avec les éléments déjà faits, d'accord? Mais, en tout cas, si vous faites ça, ça c'est sur le Prism central. Regardez, c'est vraiment la même fenêtre sur le Prism élément, hein. Soit régénérer, soit j'importe. Si vous faites ça, à ce moment-là, votre navigateur, votre Prism central ou élément, se trouve avec un certificat signé par une autorité de certification. À partir du moment où vous avez fait ça, pour les utilisateurs, regardez ici dans Authentication, vous pouvez exiger que vos utilisateurs fournissent, ici, vous voyez, en allant dans Client, Authentication, donc User on Role Authentication, Client. Vous pouvez exiger que vos utilisateurs fournissent un certificat généré par une autorité de certification auquel votre Prism central ou votre Prism élément fait confiance. D'accord? Donc, quand vous faites ça, à ce moment-là, ça active l'authentification basée sur les certificats dans les deux sens. C'est-à-dire, dans le sens serveur client, c'est-à-dire le client valide que le serveur a un certificat signé par une autorité de certification auquel il fait confiance, et le serveur va exiger que le client ait un certificat X509 signé par l'autorité de certification. Le client va lui transmettre son certificat et va vérifier la validité, hein,
de ce certificat en utilisant les trucs classiques. Hein. Il va vérifier la signature, etc. Vous savez que la signature, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'il y a dans le certificat, on le passe dans un algorithme de hash qui est donné dans le certificat, ça me donne un hash. Je prends la signature signée par l'autorité de certification, et comme j'ai le certificat de l'autorité de certification, j'ai la clé publique de l'autorité de certification, bah, j'ai juste à déchiffrer la signature et ça me donne le hash qu'avait calculé l'autorité de certification et je compare si le hash que j'ai calculé est égal au hash qui est dans le fiche que j'ai trouvé en déchiffrant la signature. Et donc, ça valide. Donc, ça vous fait déjà une authentification à deux sens, OK? Et une authentification avec deux méthodes différentes, puisque la première sera basée sur des certificats X509, qui est bien, mais ça authentifie pas des machines, ça authentifie pas l'utilisateur, ça. Parce que ici, regardez, quel que soit l'utilisateur, s'il a la machine, eh ben, cette authentification-là va passer. Par contre, une fois que cette phase est passée, on va lui envoyer une bannière de login où il va taper son login, son password, et ça va être validé soit dans la base locale ou dans la base AD, OpenLDAP ou fédération. Donc, on va avoir, quand on fait ça, authentification avec deux méthodes différentes, certificat plus login password, plus bidirectionnel, puisqu'on authentifie aussi le client. Donc, ça permet d'être sûr que celui qui essaie de se connecter sur mon cluster, eh ben, il possède un PC qui a un certificat généré par mon autorité de certification et que c'est pas un intrus, etc. Et puis en plus, quand cette phase-là va passer, il devra connaître le login et le mot de passe. Donc comme il y a deux méthodes, c'est encore plus strong. Hein. Ok, donc ça, c'est cette partie-là. Hein. Client chain, ça permet de s'assurer que le client possède un certificat X509 signé par une autorité de certification auquel fait confiance forcément mon Prism central ou mon Prism élément. Maintenant, la gestion bon, des utilisateurs locaux, je peux créer des utilisateurs dans la base locale. Bon, là, on est sur un Prism central. Bon, vous avez vu, j'ai admin qui était créé. Ici, on est venu créer John Smith. Bon, après, on a les rôles là qu'on peut donner à cet utilisateur. Hein. Il n'y a rien de particulier. Bon, la création se fait comme ça. Le nom d'utilisateur, login, password, email, pardon, le nom d'utilisateur, le login, enfin pas le login, le prénom, le nom, l'email, le password. Hein. Et puis après, plus bas, on lui donne des droits. Hein. Maintenant, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que faut voir un Prism central comme étant une machine sur lequel on peut faire du cloud. D'accord? Puisqu'on a dit, moi, si je veux faire du cloud en mode software as a service, ben, je vais utiliser Calm. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez votre Prism central, bon, qui gère plusieurs Prism éléments, hein, qu'importe, mais ça va être ici que vont atterrir les connexions cloud. Bah, dans les connexions cloud, moi, je veux pouvoir discriminer dans des projets tel groupe d'utilisateurs par rapport à tel groupe d'utilisateurs. Donc, à ce moment-là, c'est au niveau de Calm que ça va se faire. Bon, malheureusement, on présente Calm ici, mais on va pas l'utiliser. En fait, Calm, on l'utilise dans le cours APM, hein, ceux qui veulent suivre APM. Mais dans le cadre de projet, je pourrais définir dans chaque projet des rôles base access control qui seront beaucoup plus complexes. Par exemple, le droit de créer des catalogues, de pouvoir donner des droits sur les catalogues, de créer des VM, de déployer des VM, d'utiliser les catalogues, etc. Ça va se faire dans le cadre de projet avec Calm. Mais donc, on peut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'ici, on vous montre des rôles. Vous voyez que cette partie-là, dans le Prism central, se trouve dans l'administration. Vous voyez qu'il y a des rôles plus avancés.
avec toute la, ici, gestion de projet. Mais pour pouvoir aller plus loin avec ça, il faut avoir dans le petit point d'interrogation, là, à aller activer calme, hein. Et puis, mon calme, je vous dis, c'est, si je compare à VRA, c'est un peu l'équivalent de VRA. Mais VRA, il y a un cours de 5 jours pour comprendre VRA, et puis après, vous avez plusieurs cours pour bien l'utiliser, hein, des cours après avancés, hein. Parce que la création de blueprint, les droits d'utilisateur, tout ça, c'est des choses relativement complexes, hein. Eh ben, c'est un peu la même chose qu'on va retrouver là. On pourra définir pour des utilisateurs des droits un peu plus avancés, hein. On peut, ici, on voit les rôles tels qu'ils existent. On peut même customiser les rôles, hein, c'est-à-dire créer ses propres rôles, donner des droits sur des bouts du système, pas sur d'autres, etc. Par exemple, ici, hein, on va créer extend subnet, floating IP, create subnet, VPN connection, etc. Et puis après, on peut créer ses propres rôles, hein. Ça veut dire qu'il y a déjà des rôles définis dans le système. On peut copier les rôles du système et les customiser ou créer ses propres rôles et définir pour chaque type d'élément, hein, s'il n'a pas accès, s'il a accès, ou customiser l'accès, hein. C'est-à-dire, bon, ça a été grossi, ça. Par exemple, pour VM, no access. Et après, pour des éléments, je peux dire no access ou view, il peut éditer ou il a un accès complet, ou je peux dire, je vais customiser ce qu'il peut faire et puis changer ce qu'il peut faire, hein, etc., hein. Par exemple, quand vous allez donc customiser, vous avez vu, on a tout ça, hein. Bon, ça va se définir dans le cadre de projet. Maintenant, quelque chose d'autre. Attends, il est quelle heure, là 15h59. Vous voulez faire une pause? Ah bah je dirais pas non. Ah bah, écoutez, petite pause. Il est 16h, on va reprendre à 16h10. Attends, Ok. Ok, ok. ça marche, pas de souci. Eh Attends, ben,